On va discuter ensemble, c'est l'ouverture du panel sur ce fameux thème venant conclure cette matinée, cherchant à définir, ou en tout cas, du moins à réfléchir sur la place de l'humain dans le monde de demain, ce monde technologique que nous contribuons tous à construire. Évidemment, nous sommes nombreux, mais vous êtes nombreux aussi, et ce panel, nous l'avons tous souhaité avec mes camarades de jeu, comme un panel très interactif. Néanmoins, vous vous en doutez aussi un petit peu, si vous regardez votre montre, on a déjà pris du retard, donc on sera très contraint par le temps, et donc probablement n'aurons-nous pas la possibilité d'aborder tous les sujets avec tous les speakers. Mais en tout cas, je vous promets de rendre le panel le plus interactif possible. Voilà, si je peux avoir le deck, je voudrais juste, en introduction, vous parler d'une initiative personnelle. Certains d'entre vous m'ont peut-être déjà vu au Web Today l'an dernier ou à la French Tech à Rennes en décembre. Et l'an dernier, au Web Today, je parlais précisément de ce même sujet, l'IA, le transhumanisme et la place de l'homme dans la société de demain. Et en le faisant, sur scène, je me suis rendu compte que ma démarche était finalement une démarche politique, au sens premier et littéral du terme, puisque cela nous concerne tous en matière d'organisation de la vie de la cité, de notre société. Et donc à la fin de mon talk, spontanément, je me suis dit, tiens, dans la salle, vous avez toutes et tous des choses à nous dire, vous vous posez des questions, vous avez des références, vous avez des ressources, il faudrait qu'on les partage. Et donc j'ai créé un truc totalement personnel, je ne sais même pas le décrire parce que ce serait un peu pompeux et prétentieux de parler d'un think tank ou d'un do tank. Ça s'appelle singulier.es, autrement dit singulière. Évidemment, vous entendez là-dedans la référence au principe de singularité dont on a parlé tout à l'heure. Non, c'est la diapo juste avant, si c'est possible, merci. Avant. Encore avant. Ça fait référence donc, merci, au principe de singularité. Ça fait référence au fait que je crois beaucoup en la singularité de chacun d'entre nous, et c'est bien pour ça que je souhaite qu'elle puisse s'exprimer. Et puis, singulier, ça aurait pu s'appeler singulier, ça s'appelle singulière, parce que j'ai fait tout ça pour mes filles. Voilà, j'ai 2 filles. Et donc, je voulais leur rendre hommage, en tout cas, parce que les questions que je me pose aujourd'hui, comme vous dans la salle, eh bien, conditionnent considérablement ce qu'elles vivront demain et après-demain. Alors voilà, le panel, la place de l'humain dans le monde de demain. Comment parler de ce sujet sans donner la parole à une femme aussi talentueuse qu'impliquée dans la recherche d'antidotes, je la cite, aux freins au changement. Elle est l'auteure d'un premier ouvrage qui s'appelle L'utopie mode d'emploi, qui a libéré l'inspiration du plus grand nombre en matière de développement durable et de RSE. Et elle a signé un deuxième titre, Les suspendus, au féminin, qui explore cette fois-ci les mécanismes de résignation et de soumission à l'autorité. Sandrine travaille et cherche à créer le lien entre l'engagement et l'accomplissement personnel, ce qu'elle qualifie elle-même d'héroïsme ordinaire. Donc j'invite à rejoindre nos speakers de la matinée pour parler de ce panel, enfin pour participer à ce panel tous ensemble, Sandrine Roudot. Sous vos applaudissements, évidemment. Merci. Et évidemment, j'invite tous mes amis de la matinée à nous rejoindre également. 2020, Stéphane, Samy, oui, vous pouvez les applaudir. Valère, Damien, merci. Merci beaucoup, les amis. Prenez place, on est un peu nombreux, il y a encore un petit pouf ici. On m'a dit de prendre ce fauteuil. Rassurez-vous, je ne vais pas rester... Tiens, prends le fauteuil, voilà. Je ne vais pas rester très longtemps assis de toute manière. La preuve, je suis déjà debout. Puisque je vous ai promis d'être interactif le plus possible. Et si je peux avoir un retour chrono, ce serait top, parce que comme ça nous évitera de déborder encore plus. Je vais lancer directement les hostilités avec... j'ai préparé un deck simplement pour avoir un support, des questions, et qu'on puisse les partager ensemble. Alors, hostilités, slide, s'il vous plaît. Tac. Voilà, alors une première citation de Gaston Bachelard. « La science moderne découvre le monde en le transformant ». Bon, à peu de choses près, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, on est assez peu doté d'éléments pour présager de ce que va advenir, ce que l'on est nous-mêmes en train de construire. Je ne sais pas si j'ai été hyper clair, c'est radical. Voilà. Et donc, j'avais envie de poser une première question à nos invités. Du coup, comment aborder sereinement et surtout avec discernement les impacts que l'on peut attendre des nouvelles technologies dont on a parlé ce matin,
l'intelligence artificielle, les autres réalités, la data plus globalement, etc. Et évidemment, à tout seigneur, tout honneur, en tout cas la dernière à n'avoir pas parlé pour le moment, j'aimerais bien que Sandrine nous donne son point de vue. Bonjour, donc mon point de vue sur cette histoire. En fait, le titre de la table ronde, c'est l'homme dans la société demain. Et déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y aura l'homme demain ? Je commence toujours par plomber un peu l'atmosphère, mais après je la réchauffe, je vous rassure. On sait bien, ils sont très en forme. Voilà. Parce que quand même, on est dans une situation où on nuit à notre propre qualité de vie. Si on parle du numérique, on parle aussi de terres rares, on parle de minerais, on parle de ressources, on parle d'énergie. Donc même pour faire toute cette nouvelle société de demain, on doit commencer à se rendre compte que ça ne sera forcément pas la société totalement high-tech, que probablement dans cette société, il y aura un petit peu de frugal, qu'il y aura probablement du low-tech, du biomimétisme, etc. Et que ça, en fait, c'est assez réjouissant. Alors, les prospectivistes disent on imagine demain dans les incertitudes et surtout pas dans les certitudes. Et tout à l'heure, on parlait de temps, et c'est intéressant parce qu'on imagine toujours la société de demain en tirant un trait depuis ici, et qu'on appelle le progrès. Et moi, j'appelle ça du futur antérieur, en fait, parce que le vrai futur, on peut juste l'imaginer. Et dans cette idée-là, quand j'ai travaillé sur comment sauver le monde, ce qui est ma petite marotte, qu'on a tous, j'imagine, très, très ambitieuse, j'ai étudié les freins au changement et puis des antidotes, et je me suis rendu compte que le développement durable ne nous sauverait pas. Donc je suis passée à l'utopie. Et l'utopie, grosso modo, l'idée, c'est de dire on a un cap super radical. Par contre, on est très pragmatique dans les moyens. Et la bonne nouvelle, c'est que dans la nouvelle société qu'on est en train de construire, moi je dis la société d'hier, en gros, elle est morte, mais en gros, elle reposait sur 3 piliers qui étaient l'obsolescence programmée des produits pour pouvoir en vendre d'autres, le marketing, l'obsolescence programmée du désir pour donner envie d'autres produits, et le troisième, c'est le crédit à la consommation. Et aujourd'hui, les 3 sont remis en cause pour des raisons diverses. Et on arrive sur une nouvelle société qui a un nouveau triptyque qui est les enjeux d'un monde soutenable, les outils du numérique et l'esprit collaboratif. Et en fait, on va s'en sortir si on arrive à réconcilier ces 3 mondes-là. Et pourquoi ça fonctionne si vertueusement ? La première chose, c'est l'esprit collaboratif. On va devoir partager les ressources, on va devoir aussi partager les solutions. Les solutions, aujourd'hui, elles ne sont plus dans les silos de compétences, de spécialistes, mais elles sont aux interstices. Donc on doit partager nos différentes sensibilités. L'initiative de 2020. Voilà, exactement. Les cerveaux du cœur, pour ceux qui n'étaient pas là. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand on partage, dans l'économie du partage, par exemple, quand on partage sa voiture, on prend confiance en l'autre et on reprend du pouvoir sur tous nos modes de vie. Et ça, c'est un antidote extrêmement important pour changer le monde. Le deuxième, c'est les outils numériques. Et en fait, les outils numériques, ça nous met en lien, ça nous permet d'être informés, ça nous permet donc d'avoir un contre-pouvoir contre la société d'hier qui a beaucoup de lobbies, etc. Donc on arrive aussi à avoir un pouvoir individuel et à se rendre compte en se mettant en lien qu'on a un pouvoir citoyen qui peut être assez énorme. Et surtout, ça nous apprend aussi 2 autres choses qui sont nécessaires à la réalisation de l'utopie, qui sont l'imperfection, c'est-à-dire on ne sait pas où on va, on est pragmatique, on avance. Et ça, c'est très numérique, c'est la sérendipité en fait. C'est l'idée d'être disponible à ce qu'on va trouver et pas à ce qu'on cherche. Et c'est vraiment une complète évolution philosophique, on va dire. Et ça, c'est le numérique qui nous le permet. Et le troisième, c'est les enjeux d'un monde soutenable et désirable. Et en fait, non seulement on va devoir y passer, mais en plus, c'est ce qui donne du sens aux 2 autres. C'est-à-dire, c'est ce qui nous rappelle l'essentiel. C'est là où on refait destin commun. Et c'est là où, finalement, on se remet à gérer la maison ensemble. Justement, tous tes travaux, notamment dans l'utopie mode d'emploi sur le développement durable, finalement, en étant un peu schématique, on peut considérer que la nécessité du développement durable de ces dernières années et aujourd'hui encore, quand bien même ça ne fonctionne pas, est un peu une réponse à un héritage du passé, une précédente révolution industrielle, dont on n'a pas pu imaginer à l'époque les dommages collatéraux qu'elle allait avoir sur notre environnement. Donc c'est une réponse qui ne fonctionne pas. Est-ce que c'est parce qu'elle arrive trop tard ? Est-ce qu'aujourd'hui, avec la révolution industrielle actuelle qui est d'ordre du numérique, on est en capacité d'imaginer ce qui va se passer, ou en tout cas d'apprendre de nos échecs du passé pour fixer un certain cadre, des limites, et si oui,
qui. Stéphane posait la question tout à l'heure, et j'aimerais bien que Cyril peut-être nous donne son point de vue, parce que je pense qu'avec une initiative comme la tienne, c'est peut-être un élément de réponse. Qui peut fixer ses limites ou qui peut en décider? Ouais, je sais pas. Apportez-lui une télécommande. Non, non. Je crois que c'est collectif. C'est-à-dire que quand tu dis mon initiative, l'idée c'est de faire vraiment un truc collectif. Ça fait moi plus de 40 ans que je suis dans l'ego trip. Et je me suis dit, tiens, si je passais dans l'hétéro trip. Et alors je le dis pas trop parce que ça fait plan cul, mais l'idée c'est quand même hétéro en grec c'est l'autre. Et je pense que si on s'y met tous, on y va. Ça paraît naïf. Et s'il y a 5 ans je m'étais entendu me dire ça, je dis bon c'est bon, t'arrêtes, tu vas au resto du cœur. Puis non, en fait je crois que c'est vraiment la solution. Elle est technique. Et comme elle est technique, je pense qu'elle est jouable. C'est même pas philosophique. Si on se met ensemble, on va y arriver, quoi. Donc la solution, elle est technique, mais elle est surtout humaine. C'est nous. Ah oui, non, mais on part du principe. Il va falloir qu'on s'y mette. Comme dit Sandrine, on va y passer, là. Sinon, on va y passer. Alors, comment on s'y met? Alors, comment on s'y met? On commence à se parler déjà. On se connecte sur machtapure.com. Et puis, on continue à échanger comme on le fait dans les couloirs. Et il ne faut pas que ça reste. Moi, j'ai toujours peur des baby blues de conférences où on s'enthousiasme. On est comme des fous, on échange des cartes, on veut refaire le monde. Le lendemain, on retourne à les impôts, le truc, et puis ça va, c'est lourd. Et à chaque fois, ça recommence. Mais à chaque fois, on peut remettre la barre un peu plus haut. Et grâce au numérique, moi j'y crois, hein, c'est juste qu'on ne l'a pas encore bien fait. À mon avis, on peut simplifier le truc. Je parlais juste après, j'arrête parce qu'on est nombreux, mais juste après ma conf, là, je parlais avec quelqu'un qui est peut-être là, qui me disait qu'il avait aidé les migrants à l'alphabétisation. Et puis après, il a déménagé, il n'avait plus de migrants dans son quartier, je la résume. Et du coup, il a arrêté d'aider. C'est incroyable, c'est dommage. Et il disait, c'est dommage. Oui, c'est dommage. Alors que je pense qu'on peut créer une espèce de structure collective facile où il pourrait continuer à faire ça, ou en tout cas donner des aides pour y arriver, même s'il ne l'est pas, juste à distance, via la VR, Parce que comme disait Damien, une fois qu'on va être connecté dans un monde virtuel, on va pouvoir s'aider de partout, tout le monde, tout le temps. Et moi, je trouve ça hyper positif. Donc c'est flippant, la techno. Mais ce n'est pas la techno qui est flippante, c'est ce qu'on va en faire. Donc visiblement, là, il y a plutôt des gens positifs. Je ne crois pas qu'il faille attendre du politique plus que ce qu'il peut donner, même en état de grâce. Et que là, on est juste en train de s'organiser. Et c'est cool. Et il n'y a pas de politique. Alors si, c'est de la politique, mais vraie, quoi. C'est de la politique vraie, quoi. C'est beau, ça. Ça se tweet. Cool. Mais justement, ce que tu dis me fait penser tu vas voir. La deuxième slide. Voilà. Vas-y. Voilà, je vais la jeter dans le public. Toute technologie est pharmacone. Pharmacone qui dit que c'est à la fois poison et remède. Aucune technologie n'est neutre. Ce que c'est l'allégorie de Maclay de tout à l'heure, c'est finalement ce que l'on en fait. J'aimerais savoir si l'un d'entre vous veut commencer à réagir. Et je vais commencer à me diriger dans le public parce que je vous ai promis quelque chose d'interactif. Donc j'aimerais bien que chacun puisse aussi donner son avis sur la question. Allez-y, messieurs, dames. Pharmacone. C'est un Pokémon, ça. C'est pas une insulte. Non, mais aucune technologie n'est neutre. Tout dépend de ce que l'on en fait. Peut-être que oui, sur l'IA, on peut relancer Stéphane. Alors, c'est tout à fait vrai, mais ce n'est pas valable que sur la technologie. C'est vrai sur la technique, c'est vrai sur la parole, c'est vrai sur l'utilisation de notre cerveau, puisque tout ça est subjectif. C'est vrai qu'avec n'importe quel outil, avec un silex, vous pouviez déjà faire une belle sculpture, comme vous pouviez tuer quelqu'un. Donc je suis tout à fait d'accord avec ça. Avec le nucléaire, on peut produire de l'énergie pas chère, mais aussi on peut détruire totalement l'environnement. Ça dépend de ce que vous en faites. Ce qui est fondamental dans le monde d'aujourd'hui, c'est de se mettre d'accord, j'en parlais dans ma conférence, sur les limites éthiques qu'on va donner à la technologie. Parce que quand on voit ce qui arrive en ce moment, je parlais d'intelligence artificielle, mais aussi on peut parler de bioéthique, on peut parler de CRISPR. Vous savez, ces ciseaux enzymatiques qui permettent de modifier l'ADN et en gros de faire de l'eugénisme à la demande. Quand on parle aussi de réalité virtuelle, quand on parle de neurosciences, de capacité à connecter éventuellement le cerveau demain, voire à modifier les pensées des gens à distance, ça donne le vertige. Donc oui, c'est fondamental de poser ces limites éthiques parce qu'on peut en faire absolument ce qu'on veut. Et ce qui est dangereux, c'est qu'on risque de ne pas voir ce que la technologie va nous conduire à faire. On peut penser que la technologie va être bienveillante, que ça va être pour notre bien, que ça va être éthique, parce qu'elle nous apportera de la valeur, parce qu'on l'aura encadré, alors qu'en réalité, ça pourrait nous autodétruire sans qu'on s'en rende compte. Vous savez, il y avait une interview il n'y a pas longtemps dans Uzbek Erika de Richard Stallman, le fondateur du logiciel libre, de GNU Linux,
qui expliquait que finalement le smartphone, c'est le rêve de Staline devenu réalité, puisqu'on y est tous connectés, on partage tous notre vie privée, il y a des backdoors dans tous les sens, mais on l'accepte finalement puisque c'est de l'utilité, c'est de la valeur, ça nous simplifie la vie. Est-ce qu'on nous a posé la question sur les limites de cette technologie, son encadrement, l'utilisation des données, comment protéger notre vie privée, etc. Tout ça, aujourd'hui, on n'a pas eu de contrôle dessus. Donc c'est fondamental de l'encadrer. Je suis assez d'accord avec cette... Ah, pardon, peut-être, juste avant de te donner la parole, Damien, une question qui rebondit directement sur les propos de Stéphane. Oui, salut Ludo. Je discutais avec mon pote Jérôme juste avant, on vous écoutait, donc voilà, on est complètement d'accord. Et on se disait tout à l'heure, mais tiens, derrière les algorithmes, il y a un truc qui n'a pas été soulevé, c'est qu'il y a des ingénieurs. Et donc c'est eux qui implémentent ce qu'ils ont envie un peu dedans, voilà. Et on se disait, mais les ingénieurs, comment ils sont formés? Et justement, nous, on en parle. Moi, j'avais 3 ingénieurs de Centrale Nantes qui ont 21 ans, qui viennent de finir leur prépa devant moi il y a 2 jours. Et les mecs, ils sont paumés, ils ne savent pas ce qu'ils... Enfin, on ne les forme pas à la philosophie, on ne les forme pas à l'éthique, on les lance potentiellement sur des algorithmes à 25 ans, alors qu'ils ont envie de prouver le monde, leur formation humaine n'est pas finie encore. Et donc l'enjeu, il est là aussi, et les faiseurs de cette magie scientifique, comment on s'en occupe, et ça, c'est éminemment politique. C'est fondamental. Et d'ailleurs, on se rend compte même qu'on fait des bonds en avant technologiques, humains, de paradigme, lorsqu'on mélange les disciplines. Le problème, justement, de toutes ces technologies, vous l'avez dit, c'est qu'on cloisonne les gens et que généralement, ils ont une formation, ils sont enfermés. On a fait un bond en avant en matière d'intelligence artificielle dernièrement avec DeepMind, parce que ce fondateur, je l'ai cité dans ma conférence, c'est quelqu'un qui était passionné d'informatique et d'intelligence artificielle, donc qui codait ces trucs-là. Mais il était bloqué parce qu'il ne comprenait pas le cerveau. Du coup, il allait faire un PhD en neurosciences pour comprendre l'intelligence. Et c'est là qu'il a débloqué son intelligence artificielle et que ça a fait un bond en avant. Et il s'est dit, maintenant, il manque la philosophie. Du coup, il est en train d'étudier à titre personnel la philosophie, la psychologie, pour notamment répondre à ces questions d'éthique. Chez Google, il y a des chercheurs spécialisés en intelligence artificielle qui commencent aussi à étudier l'éthique en ce moment. Quand on me demande en conférence quel métier préconiser, suggérer à nos enfants, quand les parents me demandent, je leur dis à la fois manipuler des concepts, les maths, c'est très bien, la physique, c'est très bien, mais surtout de la philosophie spécialisée en éthique. C'est fondamental. On va avoir des visions différentes qui vont devoir s'affronter pour encadrer ce monde, et c'est nécessaire aussi pour les techniciens, comme l'avait dit. Très bonne idée, la question de la formation. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir, y compris au fond, je suis prêt à dévaler les escaliers pour venir vous porter le micro. Une question, une réaction à ce stade? Le temps que tu ailles, Cyril, moi aussi, je peux te placer une phrase comme tu nous dis. J'en ai une qui écoute, est pas mal. Ça peut te faire plaisir. Non, qui est intéressante parce qu'elle continue là-dedans. Je l'ai noté hier soir en fait dans un article que je lisais justement, qui est l'usage éthique des nouvelles technologies se fonde sur la vulnérabilité de l'incarnation. Donc, quand on dit le fait que effectivement la limite de l'éthique se base sur le fait que finalement il y a des technos qui sont des choses dures. Et moi c'est comme ça que je l'interprète, hein, mais voilà. Et à la fois il y a la notion effectivement de l'humain qui est donc dans sa vulnérabilité, qui va incarner les choses et qui va peut-être faire du bien ou du mal, et des erreurs, notamment des erreurs. Et la question est, faut-il apprendre de ses erreurs? Ça, c'est la grande question aussi. Donc il y a quelque chose qui est autour de ça, je trouve ça intéressant. Ouais. Il y a aussi une chose, moi je crois beaucoup évidemment à la philosophie, mais il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est de revenir à s'écouter soi très profondément. C'est-à-dire qu'on on parle de la philosophie, on est en développement personnel, on faudrait tous être des méga yogis. Et, voilà. Et en fait, il y a quelque chose qui est tout bête et que tout le monde a, qui s'appelle la sagesse pratique, on va dire. Il y a des travaux de Barry Schwartz là-dessus qui sont super intéressants. Et en fait, tout le monde l'a. La sagesse, c'est juste simplement savoir ce qui serait bon à faire à ce moment-là. Donc une aptitude, elle est naturelle, et avoir envie de le faire. Donc une volonté. Et celle-là aussi est naturelle. Et en fait, chacun l'a. Le seul problème, c'est qu'en fait, on nous a désappris à avoir cette sagesse personnelle et à prendre des décisions. En fait, cette sagesse, elle a 2 tueurs. Elle a le trop-plein de procédures. Et en fait, on se déresponsabilise et on oublie de s'écouter pour savoir qu'est-ce qui serait bon à faire. Et je vous assure que quand vous écoutez vos boules au ventre, ou quand on écoute un peu son corps, on sait très bien si on fait quelque chose de bien ou de pas bien. Et c'est tout, d'ailleurs, et les scientifiques le disent, quand ils sont arrivés à un certain point, ils savaient très bien le moment où ils ont basculé du mauvais côté. Simplement, il y a le... Sur ce point de la sagesse, simplement, je voulais réagir, parce que peut-être qu'on a oublié un peu qu'on était tous porteurs de cette sagesse. Je voudrais juste citer Pascal, qui dit « Tout malheur vient aux hommes de ce qu'ils doivent penser à ce qu'ils sont, d'où ils viennent et vers quoi ils vont. » Finalement, cette technologie qui nous apporte justement de l'objectivité
efface peu à peu cette subjectivité, probablement parce que ça nous va bien aussi d'effacer, de gommer un peu l'angoisse existentielle. Et ça pose une question en filigrane qui est celle d'une certaine forme de servitude volontaire. Hein, on parlait d'Étienne de la Boétie ensemble quand on a préparé ce panel, Sandrine. Est-ce que l'on se place sous l'autorité, toi qui as exploré ça, notamment les mécanismes de résignation et de soumission à l'autorité, est-ce qu'on se place sous une certaine forme d'autorité volontairement quand on crée la technologie pour qu'elle remplace un certain nombre de nos capacités physiques au siècle dernier, cognitives à présent? En fait, avant, on était sous des autorités qui étaient très faciles à voir, qui étaient des dictatures, en fait. Et aujourd'hui, on s'est mis dans des servitudes volontaires qui ont cet effet pervers qu'elles ont tout l'apparat du confort et de la liberté. Donc, on donne nos données pour que ce soit pratique, pour que ce soit une forme de liberté. Et en fait, on devient extrêmement dépendant de tout ça. Et c'est très difficile de sortir des servitudes volontaires. Et en fait, la soumission à l'autorité, c'est le sujet le plus compliqué. C'est une sorte d'obéissance à l'autorité suprême. Alors, il y en a deux. Il y a l'autorité qui vient du haut. On a du mal à s'affranchir des pairs, que ce soit la politique, que ce soit la science, que ce soit ceux qui font autorité. Et puis, il y a ce qu'on appelle le conformisme, finalement, qui est une soumission à l'autorité latérale, qui est en fait l'autorité de la majorité. Des autres, pardon. Et comme tout le monde le fait, c'est comme pour le truc Linky, par exemple, si tout le monde l'accepte, tout le monde l'accepte. Et ceux qui vont aller contre ça sont des désobéissants. Et la désobéissance, c'est quelque chose d'extrêmement mal vu. Or, c'est comme ça que se sont toujours fait les révolutions. La désobéissance, c'est un petit peu ce que Valère a fait en se créant plusieurs identités numériques. Est-ce que, on a quelqu'un qui veut réagir? Super. Hop, Valère, on te donne la parole tout de suite. Bonjour. Donc, vous citiez Pascal tout à l'heure, donc je n'ai pas pu m'empêcher de citer Pascal aussi. Et en parlant de servitude, c'est intéressant. Pascal, il disait aussi, on fonce tout droit dans le précipice après que nous avons mis quelque chose devant nous pour nous empêcher de le voir. Et quand je vous entendais parler tout à l'heure d'IA et de l'intelligence artificielle qui devenait de plus en plus intelligente et potentiellement qui même savait bluffer, et donc deviendrait un jour non pas notre majordome, je pense, mais notre alter ego, comme vous disiez, et puisqu'elle apprend plus vite que nous, plus intelligente que nous, est-ce que le précipice dans lequel on n'est pas en train de tomber éventuellement, c'est justement que l'intelligence artificielle prenne le pouvoir sur nous, si on considère que le seul pouvoir, c'est celui de l'intelligence? Après, je reviens à ce que disait monsieur de l'Astérie tout à l'heure. J'ai oublié votre prénom, c'est pour ça que je dis monsieur de l'Astérie. Cyril. Marquis. Ouais, mais juste sur l'autre option. Et l'autre option, c'est si on considère que l'intelligence, c'est pas le plus gros pouvoir, mais que en reprenant Pascal, ce qui nous définit, c'est un corps, une âme et un esprit, et que finalement, il y a ce socle de l'âme et, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, de l'amour, le live, le love, tout ça. Est-ce que c'est pas ça la sortie par le haut? C'est de se dire, finalement, l'intelligence artificielle, c'est très bien, ça nous permettra de faire plein de choses auxquelles on est asservi aujourd'hui parce que notre intelligence est limitée, et de nous faire atteindre finalement le niveau du sucre et celui de l'amour. Ok. L'intelligence, le cœur, les cerveaux ont du cœur. Je suis à fond d'accord, et surtout, je ne suis pas du tout inquiet par l'intelligence artificielle. Pourtant, je baigne dedans. Je ne fais pas les mêmes genres de conf que Stéphane, mais je crois qu'on va, comme à chaque fois, grandir avec. Je ne crois pas du tout à une intelligence artificielle autonome, plus intelligente, qui tout à coup va débrancher l'homme. D'abord parce qu'elle est inégalement répartie à la fois dans l'espace, dans le temps, dans les technos, et qu'on voit venir quand même ce qu'on est en train de faire, que l'intelligence profonde, elle n'existe pas encore. Bon, même si c'est dans 20 ans, on aura eu le temps d'anticiper. Et puis le deuxième truc qui est hyper positif, c'est qu'à chaque fois que l'humain collabore avec l'intelligence artificielle, il est meilleur que l'intelligence artificielle seule, y compris le truc du jeu de Go. Pour l'instant, certes, ça nous laisse le temps de voir venir un peu. Le mec, le champion qui s'est fait battre par la machine, associé à une machine, il a battu la machine. Et dans plein de domaines, c'est pareil. Même dans l'armée, il y a la peur du robot qui existe, déjà qui tire hyper précisément à 300 mètres. Mais pendant ce temps-là, nous, les hommes, on va s'équiper avec des exosquelettes et tout. Et je pense que le robot homme va être plus puissant que le robot tout seul. Et donc, je pense que dans tous les secteurs, y compris gentils, on va collaborer avec la techno qu'on est en train de créer. C'est le pari que je fais, sinon on va mieux se tirer une balle tout de suite. Non, et effectivement, je crois que l'amour, ça,
C'est chaud, quoi. Mais en tout cas, le collectif, mais vraiment, c'est une découverte, mais le collectif, là, c'est obligé. Donc, il y a des initiatives dans tous les coins qui pullulent. C'est un signe, on est en train de s'en rendre compte. Et même, il y a un truc qui est un signe. Après, j'arrête parce que nos deux amis. Mais les ados, ils ne nous ont pas attendus pour faire ça. C'est-à-dire que nous, on s'inquiète parce qu'on s'inquiète de ce qu'on a vécu. Eux, ils sont là avec leur smartphone, ils ont leurs cours sur Snapchat, Messenger, ils se communiquent entre eux, ils sont déjà formés, il n'y a pas eu d'école pour ça, personne ne leur a dit, même les profs ne savent pas. Donc, ils sentent, là, les humains qui sont juste derrière nous, ils savent qu'il faut rester groupir. Et nous, on est en train de formaliser, on dit des mots, vous pourriez les dire de la même façon, il faut qu'on se groupire maintenant. Un, pour créer la valeur qu'on n'a pas créée encore, comme je disais tout à l'heure, on s'est fait pour notre gueule ou pour le business. Et deux, parce que c'est obligé. Parce que la techno qu'on est en train de créer, sinon, va effectivement par étapes, doucement, comme la grenouille dans le truc, nous bouffer peu à peu, avec moins de valeur, moins de boulot, moins de trucs. Donc il faut qu'on s'organise, c'est tout. Moi, je suis hyper positif là-dessus. En rebond justement sur cette question et sur le fait que l'IA, pour le moment, n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est accompagnée d'un humain. On sait que l'IA est relativement faible pour le moment. C'est toute la différence entre ce côté binaire, oui, non, ou la troisième voie. Qui sait, finalement, c'est toute la différence entre compter et penser. Et du coup, donc c'est un raisonnement qui est plutôt fondé sur l'exclusion de quelque chose, c'est oui ou c'est non. Et moi, je m'étais préparé une petite question. La connaissance de soi passe-t-elle par la data, le quantified, dont tu parlais tout à l'heure, ou par une certaine forme de protection contre la data et l'introspection? J'aimerais bien que, du coup, Valère puisse répondre cette fois-ci. Alors, la quoi là La connaissance de soi. Ouais, connaissance de soi. Oui, en tout cas, est-ce qu'on est forcément obligé de s'intéresser à sa data pour mieux se connaître, ou est-ce qu'il vaut mieux, au contraire, s'en prémunir? Ce qui est assez rigolo, tu parlais tout à l'heure un peu de l'interdit. Il y a des gens qui ont essayé de faire l'expérience de ne pas laisser d'empreintes de traces digitales dans la vie de tous les jours. Et donc c'est l'histoire d'une femme enceinte qui a voulu voir combien de temps elle pouvait cacher son état avant qu'elle reçoive des publicités. Et donc c'est là qu'on commençait à être, les choses ont commencé à être difficiles. À la fin, les flics sont venus chez elle. Parce que le premier truc qu'elle a dû faire, c'est fermer son Facebook. Et ensuite, elle a dû faire des achats. Forcément, on achète des crèmes, plusieurs produits. Et donc là, elle ne pouvait plus payer en liquide, en carte, parce que maintenant, vous savez que des sociétés comme Google sont capables de collecter vos achats hors ligne, en ligne, de tout ce que vous faites. Donc elle a dû acheter des cartes, soit du liquide, soit des cartes prépayées, soit des cartes... en fait, elle avait des cartes Target prépayées. Mais en fait, il y a une limitation. On ne peut pas en utiliser un certain nombre. À un moment, on est signalé. Elle a commencé à naviguer avec le Tor browser. Donc tout le monde a commencé à la regarder de travers, à installer Signal. Essayez de faire le truc, vous allez passer pour quelqu'un de bizarre. Donc effectivement, ce qui est sûr, c'est que si on essaye de sortir complètement du système, on est exclu, quoi. On sort de ce conformisme, ça devient difficile. Mais est-ce que pour autant on est obligé de sortir du système? On parlait des plus jeunes tout à l'heure. Ils sont à 100% dans ce système. C'est-à-dire que on est sur tous les réseaux, on les utilise tous, et on a des stratagèmes. On pense souvent que les ados ont oublié le principe de vie privée. Ils sont très au courant et ils savent comment séparer, fragmenter. Ils mettent en place plein de stratagèmes, alors qu'on pense marcher, mais qui ne marche pas forcément. Et c'est vrai que du coup, on parlait tout à l'heure, j'avais dit que si le produit était gratuit, on était le produit. Maintenant, je voyais, je ne sais plus qui disait ça, qu'en fait, si le produit est gratuit, vous êtes les training data. C'est-à-dire qu'on va être les data qui vont être utilisés pour les algos, les intelligences artificielles, pour grandir, faire des erreurs. Donc voilà un peu effectivement dans quoi on est en train de s'embarquer. On est en train de s'embarquer dans un changement qui est bien, qui est sûrement très positif, et il risque d'avoir des erreurs, et c'est nous qu'allons un peu écoper, quoi. Et justement, ces technos, ces algos, ces IA qui ont une même vocation, qui est quand même de rationaliser notre environnement, rationaliser aussi nos actions en nous connaissant mieux pour pouvoir nous proposer le juste produit au juste moment, au juste prix, etc. Donc quelque part, c'est une rationalisation de ce que l'on est. Est-ce que
cette rationalisation de toute chose ne risque pas, à un moment donné, d'effacer l'imagination. Alors, je vais juste passer. Peut-être, Ouais. j'aimerais bien donner la parole peut-être à Damien et à Samy, puisque en matière d'imagination, ils en connaissent un rayon. Moi, je voudrais juste revenir un tout petit peu en amont sur tout ce qu'on a discuté. Je vais remonter de Pascal et tous les philosophes qu'on a cités. Quand on a commencé à parler d'IA, moi, c'est tout bête, je suis un gros geek. C'est-à-dire que j'ai passé mon enfance à me cultiver de la pop culture, même mon adolescence et même encore aujourd'hui. Et je pense qu'il y a un degré, il y a un cran qu'on oublie assez vite parce qu'il est il est intrinsèque en fait. Mais c'est la culture, c'est-à-dire que tout bêtement, toutes les histoires que Philippe Cadic m'a racontées, toutes les histoires que James Cameron m'a racontées, elles sont fondatrices de notre culture, alors que de notre culture occidentale et la culture orientale aussi, où toutes les autres cultures ont des approches différentes. Mais ça, pour moi, c'est un vrai cran. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, je suis assez persuadé que c'est pas une espèce d'entité éthérée dans un espèce de vide absolu. C'est des gens qui l'a créé. Ces gens-là, ils sont assez conscients des dangers qu'on a pu mettre en avant maintenant. Ils sont assez conscients des approches. Et même si les procédures, etc., sont là aussi pour essayer d'éviter que le libre arbitre s'exprime totalement, mais dans l'idée, je trouve que la structuration du travail et la structuration de l'emploi et de la réflexion à travers l'imagination et la création, je pense notamment à la logique de Google, qui est quand même fondateur des approches de l'intelligence artificielle, le respect, peut-être un peu utopiste de ma part, mais en tout cas le respect de l'imagination et de la création qu'ils en ont, c'est aussi un vrai cran de sécurité pour moi. Et c'est un cran sur lequel parce que je suis naïf peut-être, parce que je suis utopiste sûrement, et parce que je passe mes journées à travailler avec des créatifs, mais cette logique-là, je trouve qu'il ne faut pas l'oublier non plus. Et pour moi, c'est basé aussi sur la confiance. C'est-à-dire que quand j'ai montré Terminator 2 à mon petit frère, je lui ai montré quoi. Et il a compris, et on en a discuté, et maintenant il utilise enfin, cette espèce de nouvelle génération-là que nous, on va former et qu'on va aider à découvrir ça comme mes parents m'ont aidé, comme si j'avais eu un grand frère et m'avait aidé. C'est eux qui vont construire cette approche-là. Nous, on a une approche très pragmatique de se dire que va être le futur, etc. Écoutez, il va être ce que vous apprenez à vos copains, ce que vous apprenez à vos enfants, ce que vous apprenez aux plus jeunes. Et moi, j'ai 100% confiance en eux parce que je bosse avec des gamins de 20 ans qui codent déjà comme j'ai jamais vu coder personne et qui sont à côté ultra cultivés, qui lisent 73 mangas par jour, qui sont capables de me faire des citations de ouf. Moi, j'ai confiance, quoi. Je trouve ça ouf, je trouve ça super bien. On en discute et c'est vachement bien. Donc ça veut dire que Samy, au-delà de l'IA, toi qui es quand même très réalité virtuelle, le fait d'aller plonger des gens dans un univers qui n'est pas le leur et où c'est totalement immersif, donc ils n'ont même pas besoin d'imaginer quoi que ce soit, c'est pas un frein à l'imagination dans le futur. Non, mais c'est le même effet qu'on a eu sur le cinéma la première fois qu'on a diffusé l'arrivée du train en gare de La Ciotat. Les gens sont sortis de la salle en panique. C'est normal. Tu vis à cette époque-là, tu vois un train qui t'arrive dessus, tu cours, c'est normal. Mais comme c'est normal, les gens qui ont peur de la VR à l'heure actuelle, et je les comprends, c'est complètement logique. Et enfin, la VR, c'est de l'imagination pure. Alors, c'est de l'imagination pure de son créateur, au profit des gens qui vont l'utiliser. Mais on commence déjà à avoir des outils de création apparaître. Je pense à Tiltbrush. Essayez de passer moins de 5 minutes dans Tiltbrush, quoi. Tiltbrush, on vous donne un pinceau, vous dessinez dans l'espace. C'est une façon complètement différente de réfléchir à la création. Et c'est un outil complètement oufissime. Moi, j'y passe 3 heures. Si on m'y laisse, j'y passe 3-4 heures. Bon, j'ai mal à la tête après, mais j'y passe très très longtemps. Le jeu des réactions, des questions est toujours ouvert. Hein. N'hésitez pas à lever la main si vous voulez intervenir. Au moindre moment, il nous reste à peine 10 minutes. Donc, on va continuer. Des questions, des réactions? Non, vous ne m'aidez pas beaucoup. Hein, donc, moi, j'ai arrivé au bout de mes fiches. Ah, merci, monsieur. Merci. Juste une question très très bête. Hein. Vous parlez de l'éthique comme une façon de réfléchir à ce que sera la société de demain, on va le dire comme ça. Est-ce qu'il y a une seule éthique sur Terre? Est-ce qu'il y a un seul humain et tout le monde va se mettre d'accord sur une éthique? Ou alors est-ce que chacun a ses propres limites, on va dire, on va en discuter, et puis après, vous connaissez l'expression, hein, passer les bornes, il n'y a plus de limites, et puis on avance. Comment vous voyez les relations entre les différentes cultures dont vous avez parlé pour se mettre d'accord sur vers quoi on va? J'ai envie de dire, c'est un peu le problème du monde de toute façon. C'est-à-dire que globalement, on est tous en train de se la mettre dans plein d'endroits du monde parce qu'on a une logique de culture, de religion, etc. C'est dur de répondre à cette question-là parce qu'effectivement, par exemple, moi j'ai testé des expériences qui sont très très dures, qui sont baignées dans une religion qui peut être violente pour moi occidentale. Quand j'étais au Vietnam, j'ai vu des gens manger du chien, c'était violent pour moi occidental, mais au final c'est culturel. C'est assez logique de. Enfin,
Je pense pas qu'il y ait d'éthique unique, je pense qu'il y a une éthique primaire. On est tous des êtres humains. Après, la surcouche de culture, la surcouche de religion qu'on a, on a un cerveau reptilien qui nous dit quand il y a du danger, barre-toi. Donc déjà, ça c'est les premières bases. Et déjà, quand je vous ai montré la vidéo du mec qui est en train de paniquer, déjà il y a un truc qui se passe là. C'est-à-dire que si dès aujourd'hui, maintenant, on se dit balèque entre guillemets du cerveau reptilien, c'est un vrai problème. Donc déjà, il y a ces premières bases là à poser. Et je pense qu'on en est à peine là, c'est-à-dire qu'on commence à toucher un peu ça, de se dire, ok, comment réagit le cerveau, comment le faire réagir, etc. Moi, je reste sur la VR, mais je pense que d'ici très peu de temps, on va se poser ces questions-là culturelles. Je pense que ça passera que par l'expérimentation, que par l'intelligence et que par mon petit frère, mes enfants et ces gens-là. Et j'espère que d'ici là, on aura trouvé, via tous les moyens dont on est en train de parler depuis tout à l'heure, une façon de mondialiser l'intelligence, quoi. C'est un peu un gros mot, c'est encore un peu une utopie, mais je m'en fous. Moi, je suis utopiste, je suis naïf, et c'est comme ça que je construis mon quotidien, et c'est comme ça que je forme les gens avec qui je travaille, et je pense que je fais ma part, et j'espère que tout le monde la fera, et je bosse avec des gens de toutes les cultures et toutes les religions, et pour moi, c'est ça la base, quoi. C'est commencer petit, ça va se dispatcher, peut-être pas. J'espère que ça va dispatcher, j'espère que ça va résonner de façon exponentielle, peut-être pas, on verra. Damien, j'aurais aimé, tu n'as pas beaucoup pris la parole, j'aimerais te faire réagir à cette phrase de François Jacob, ex-prix Nobel de médecine, qui est très académicien, qui sera un peu notre phrase de conclusion, sur laquelle on va disserter pendant les 5 minutes qui nous restent. Toi qui montres le réel, quoique il y a un petit peu aussi de réalité augmentée en général dans tes émissions, mais toi qui montres le réel, en tout cas qui nous parle de ce live permanent de l'individu vis-à-vis de tout le monde, et sans frontières d'ailleurs, est-ce que le réel, le rêve, ne sont pas en train de fusionner? Est-ce qu'on va garder une part de rêve encore à tout montrer? Moi, je trouve qu'elle est très belle cette phrase, parce qu'il y a la notion effectivement de rêve. Et le rêve, c'est pas forcément quelque chose, à mon sens, qui est purement utopique au sens je rêve. Non, le rêve, c'est l'invention, c'est le droit de se donner un champ des possibles. Et je trouve que la notion est intéressante sur l'espoir qui donne son sens à la vie. Je pense que toutes ces technologies dont on parle, on est des gens qui sommes dans un milieu particulier qui fait que quelque part on est aisé par rapport à ces technologies-là. Et effectivement, l'espoir, il va venir du fait qu'il n'y ait pas de rupture, qu'il n'y ait pas de rupture, de fracture entre les générations, entre l'usage de ces technologies, sur la compréhension. On parlait d'éthique, moi je pense beaucoup à l'éducation, le fait qu'il y ait une capacité de comprendre ce qu'on peut en faire, et le fait aussi effectivement qu'on ait la possibilité de s'ouvrir. Si ces technologies sont la possibilité de se donner la possibilité de s'ouvrir, de voir ailleurs, tant mieux. C'est quelque chose qui est très fragile comme équilibre. Quand Internet est arrivé, on se fait « Waouh, génial, c'est la plus grande bibliothèque du monde, super, le savoir va remplir le monde entier, on va devenir tous plus intelligents. » On peut discuter. Donc, on peut discuter. Donc, autrement dit, pourquoi? Parce que c'est tout simplement ce qu'on en fait et ce qu'on vous apprend à en faire aussi. Et donc, tu parlais de live ou de choses comme ça. Effectivement, il y a des sources extraordinaires de pouvoir, d'ouverture et de possibilités de se donner de l'espoir de par ailleurs en se donnant des visibilités, enfin des visions qui vont peut-être donner envie d'avancer, de faire. Ce qui est extraordinaire, c'est de se dire qu'on a une période, à mon avis, où tout est possible. Ça a l'air un peu bête comme phrase, un peu bateau, mais je pense qu'il y a un vrai truc. Enfin, il y a des possibilités qu'on n'avait pas qui sont possibles. Avec effectivement, tu parlais de gamins qui sont de plus en plus jeunes, qui font des trucs géniaux, etc., et qui ne se posent même pas la question de le faire. C'est ça que je trouve génial. Donc, quelque part, ne pas se poser la question, c'est aussi quelque part avoir une sorte d'espoir intégré, si on peut dire. Et donc, c'est en ce sens que c'est une grande possibilité. Le chrono vient de passer en rouge. Chacun un mot de conclusion, un mot d'espoir. Commençons par toi, puisque tu as le micro, et puis ton mot de conclusion. Un mot de conclusion. La place de l'humain dans la société de demain. Espoir, doute, tu as la tête au fond du seau. Je vais citer le philosophe que j'ai cité tout à l'heure, Spiderman, qui dit qu'un grand pouvoir nécessite de grandes responsabilités. J'aime cette phrase parce qu'elle est réelle. Je crois c'est vraiment ça. C'est exactement ça. On a un grand pouvoir, mais il faut juste en avoir une grande responsabilité pour faire des choses extraordinaires avec. Merci. Très 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 grand optimiste sur l'avenir. Si on regarde l'histoire de l'humanité, on progresse en faisant des erreurs. On apprend, on corrige. Il va y avoir des nouvelles erreurs qu'on ne peut pas prévoir parce qu'on ne les a jamais faites, mais on a besoin de les faire pour apprendre et pour aller plus loin. Peut-être que demain, il n'y aura plus de travail. C'est ma conviction, c'est celle de Bill Gates, d'Elon Musk, mais ce n'est pas grave parce qu'il y a une transition, ce sera une autre société. N'oubliez pas que même s'il n'y a plus de travail, ça ne veut pas dire plus de valeur. On aura des occupations, certainement, on fera autre chose, des relations, de l'amour, de la philosophie, ce que vous voulez. On va guérir des maladies. Ça, c'est de la valeur, ça, c'est de l'optimisme. N'ayez pas peur de l'intelligence artificielle qui prendrait le contrôle, etc. Ça n'arrivera pas. Ça pourrait arriver sur l'étape d'après, qui est la conscience artificielle qui existe en ce moment en laboratoire, mais qui est à ses balbutiements.
Je suis totalement optimiste sur ce qui va se passer. Il faut juste qu'on se mobilise, qu'on collabore et qu'on crée cette nouvelle société. En la matière, et sans digresser, parce qu'on n'a pas le temps pour ça, mais Bernard Stiegler, qu'on citait tout à l'heure, lui dit plutôt que c'est la fin de l'emploi. Il dit que le 21e siècle est probablement le siècle de la fin du chômage, parce que ça sera la fin de l'emploi. Lui dit que ça ne sera pas la fin du travail, parce que lui parle de capability, de capabilities. C'est un petit peu ce que tu disais, mais il y a aussi ce cheminement intellectuel à faire entre emploi et travail, je pense. Cyril. Ouais, je vais faire court, mais je pense qu'il faut qu'on soit tous bénéficiaires de ça, pour l'espoir. Pragmatique. Si on n'est pas tous dedans, ça va pas être bon, quoi. Il va y avoir vraiment, je pense, les pauvres déconnectés et oubliés de la matrice, et nous. Et ça, moi, voilà. Donc l'espoir, je le vois s'il est collectif, sinon c'est la guerre. Et en matière de transhumanisme aussi, parce que la doctrine des transhumanistes qui est de favoriser l'égalité entre tous grâce à la technologie, à l'heure où aujourd'hui dans un grand nombre de pays à travers le monde, on n'arrive même pas à avoir l'électricité ou l'eau courante, on peut se demander s'ils auront demain des puces sous la peau ou des nanorobots, on peut en douter. Sandrine. J'ai plein de trucs à dire. Comme nous tous. Le seul truc qui me vient à l'esprit, là, c'est que le numérique n'est pas hors sol. Et qu'en fait, tout à l'heure, vous posiez la question, c'est quoi l'éthique? Pour moi, c'est extrêmement simple. C'est-à-dire ne nuire à personne. Et en fait, ce truc-là, on devrait l'avoir en tête. Et ça traverse toutes les religions. C'est quelque chose d'extrêmement universel. Et en fait, le monde qu'on doit imaginer demain, il doit vraiment être là-dessus, sur cette idée de on ne nuit à personne. Et voilà, ça se réalise. Et pour l'histoire aussi de comment est-ce qu'on va dire, on arrive à aller au-delà de... Parce que ça m'embête, parce qu'en fait, on a un peu traversé ce côté oui, tout va bien. Mais voilà, le monde ne va pas si bien que ça, les amis. Et du coup, je pense vraiment qu'il faut revenir aussi à la lucidité. L'utopie, ça ne veut pas dire ne pas être réaliste. Et le risque d'être trop optimiste, c'est de ne pas se remonter les manches. Et en fait, oui, on peut être optimiste. Moi, je baigne là-dedans, que je vois des initiatives partout. C'est intéressant, mais si on ne les soutient pas, si on ne les propage pas, si on ne les montre pas, si on ne vote pas pour ces gens-là, ça ne se fera pas. Enfin, voilà. Donc, moi, je milite pour le... et c'est quelque chose qui est... Alors ça, c'est l'autre truc. Et après, j'arrête. C'est qu'on n'ira pas au-delà de notre peur de changer de monde et notre peur d'affronter les enjeux qui sont les nôtres, qui sont aussi des enjeux écologiques et sociaux avec tous les réfugiés, etc., quand même. On n'ira que si, en fait, on a un autre sentiment qui est le désir de créer un autre monde. Et en fait, il faut qu'on arrive à remettre du désir dans tout ça. Quand tu parles d'intelligence artificielle, on sent du désir. Et c'est ça qui nous fait, en fait, évaluer la hauteur des obstacles. Et donc, il faut redonner un imaginaire positif et désirable au monde de demain. Je ne crois pas qu'on soit tous oui sur la techno. Je pense qu'on a une attitude plutôt positive, mais dans l'engagement. Je crois que, encore une fois, l'initiative de Cyril, la mienne avec Singulière en témoigne. Et par contre, sur le désir, qui est très important, encore une fois, une référence au transhumanisme. C'est Jean-Michel Beignet qui dit que finalement, est-ce que tuer la mort, c'est encore la vie? Eros, Thanatos, quand on tue la mort, on tue aussi le désir. Et le désir, c'est la création. Donc le désir est vraiment la clé. On parlait d'amour tout à l'heure, mais ce n'est pas que ça, le désir. Samy? C'est dur de revenir un peu sur cette globalité-là. Moi, juste, j'ai confiance. Je pense qu'il faut lire des livres, regarder des films, faire des expériences VR, partager. Et j'ai confiance en la génération qui arrive. Et je trouve que c'est intéressant aussi, juste l'idée de revanche des geeks qui est en train de se passer en ce moment. Je trouve que moi, c'est un truc auquel je suis très très sensible. On me jetait des pierres à la récréation parce que je me racontais des histoires avec mes potes sous un manteau. Et maintenant, je travaille avec plein de personnes dans le monde entier. Je suis respecté pour ce que je fais, etc. Et je trouve que c'est important aussi de revenir là-dessus. C'est-à-dire que les gens qui sont en ce moment, entre guillemets, aux manettes de tout cet univers-là, c'est des gens qui ont été rejetés parce qu'ils s'intéressaient trop à des choses ou parce qu'ils ne comprenaient pas la société telle qu'elle est en train de se créer. Ces gens-là sont en train de recréer une forme de société et peut-être celle de demain. Et donc, je pense que c'est là-dessus qu'il faut réfléchir et rester ouvert et puis voilà, être intelligent. Quoi. Mais bon, ça c'est enfoncer une porte ouverte. Faites gaffe, ils sont là, les geeks sont de retour. Et en général, quand certains ont été un petit peu vexés et qu'ils reviennent, ils ne sont pas toujours très gentils. Moi je dirais qu'il faut qu'on fasse vraiment attention, qu'on surveille un peu tout, parce qu'on crée des fractures, on laisse des gens de côté, et souvent on ne fait pas attention. En fait, il suffit parfois juste d'expliquer en quoi certaines technos vont avoir des conséquences, parce qu'on ne sait pas, on ne les voit pas. Donc je dirais c'est vraiment ça, surveiller un peu, faire attention aux impacts, à tous les impacts, penser un peu à tout ce qui peut arriver. Et puis ne pas effectivement de tout accepter parce que le mec... c'est vrai qu'on accepte des trucs incroyables par des mecs qui ont des skateboards, qui envoient des fusées dans l'espace et qui ont des vélos à une roue.
Mais c'est pas parce qu'ils sont super cool qu'ils peuvent faire des trucs toujours que super cool. Ok, mais en tout cas, vous les amis, vous étiez bien cool ce matin. Vous aussi, surtout, parce que ça a été une très très grande verticale. Merci à l'organisation du Web Today de nous avoir donné cette fenêtre. Merci aussi pour leur patience, parce qu'on a copieusement débordé. Le message de la fin, je ne vais pas me l'arroger, mais en tout cas, en essayant de faire la synthèse, je crois que finalement, on assiste à un phénomène qui est universel, on est tous d'accord pour le dire. Et si on ne va pas tous se retrousser les manches, si on ne s'engage pas tous pour en faire quelque chose que l'on décidera de faire ensemble, là, on pourra se poser des questions, mais il sera probablement trop tard. Donc, engagez-vous, faites quelque chose. Merci beaucoup, profitez bien du Web Today. Allez sur Singulière, allez sur matchapure.com, engagez-vous quoi. Allez, comme nous. Salut.